Merci à nos partenaires, à l'un de nos 4 piliers, MAN, de nous avoir envoyé ce film qui annonce cette plénière, comme vous l'avez deviné. Elle va s'ouvrir sur un sujet qui est d'actualité, qui concerne beaucoup de monde et qui met en émoi beaucoup de scientifiques. Il s'agit de la voiture autonome. Christophe Sébastien est responsable de projets de développement durable dans une centrale nucléaire, celle de Civaux. Mais il est très actif au niveau de la mobilité électrique, très connu dans le métier et dans les médias de la mobilité électrique parce qu'il diffuse une newsletter extrêmement bien faite. Et il a été responsable sur cette centrale de l'implantation d'un véhicule autonome qu'il a mené avec brio, de la marque Navia, ici présente. Et c'est lui que j'ai choisi pour diriger et modérer cette plénière. Christophe Sébastien. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour animer cette plénière. Donc effectivement, je travaille dans une centrale nucléaire et oui, on peut y faire du développement durable et bien sûr de la mobilité électrique. Donc j'y ai muté le parc de véhicules en véhicules électriques. Les agents roulent nombreux en voiture électrique puisque 15% des salariés roulent en électrique. On a aussi créé un modèle de borne tri-standard compact à CDC en 22 kg. Et surtout, on a 220 hectares et 14 km de route et c'était l'endroit idéal pour y mettre la nouvelle technologie de ces véhicules autonomes. Donc on a mis une flotte de 6 Navia pour transporter les salariés. Mais je ne suis pas venu pour vous parler de moi, mais pour vous donner la parole à tous. Alors ce que je vous propose, c'est une présentation rapide de chacun d'entre vous, en commençant par Antoine-Claude Pierre, et puis ensuite, eh bien, on aura un moment avec chacun ses sujets. Bonjour à tous, donc Antoine-Claude Pierre, je travaille au développement de Navia. On conçoit, fabrique et commercialise des véhicules autonomes. Bonjour, Thierry Jaillet, je travaille chez EDF à la délégation régionale des Pays de la Loire et j'ai en charge les sujets autour de l'innovation et de la transition énergétique. Bonjour, donc Valérie Ferber, je suis directeur environnement et innovation de l'entreprise Charrier. Alors vous ne me voyez pas dans la liste des photos. J'étais rajouté sur le tard. L'entreprise Charrier, c'est une entreprise de travaux publics régionale. Donc je suis ici parce qu'on est partenaire du projet de navette autonome sur Nantes, dont on reparlera. Bonjour, Yann Letilly, je travaille à l'innovation et à la recherche à la SNCF. Bonjour, Emmanuel Darfeuille, je suis le directeur technique de Phare Industrie. Nous sommes un équipementier électronique pour la petite série et en l'occurrence sur le véhicule autonome. Bonjour, Jean-Pierre Lerin, donc je travaille chez AXA Partners, qui est l'entité dédiée au grand partenariat, et je m'occupe des services automobiles et de mobilité. Bonjour, Arnaud Martin, donc je travaille au sein du groupe Capgemini et sur la thématique IoT pour les domaines de l'énergie et de l'automobile. Ok, merci pour ces présentations. On va rentrer un peu plus dans le détail. Je vous propose de donner la parole à Antoine-Claude Pierre, qui fait partie de l'entreprise Navia. Antoine, on pourrait parler de la société pour commencer ? Bien sûr, oui. Donc Navia, c'est une entreprise française créée en 2014. On a fêté nos 4 ans il y a un peu plus d'une semaine, le 1er juin. On conçoit, fabrique et commercialise des véhicules autonomes. Aujourd'hui, dans la société, on est plus de 200 collaborateurs. Une partie recherche et développement, mais une partie également sur le véhicule en lui-même. Une des grandes forces de Navia, c'est d'inclure justement toute cette chaîne de valeur, avec autant la partie logicielle que la partie conception du véhicule et fabrication. Aujourd'hui, on fabrique depuis fin 2015 l'Autonome Shuttle, qui est donc une navette électrique autonome pour le premier et dernier kilomètre. C'est ce véhicule qu'on a pu déployer chez EDF, notamment sur la centrale de Civaux en 2016. Aujourd'hui, nos collaborateurs sont en France, mais également aux États-Unis. On fabrique des véhicules à Lyon, on conçoit le logiciel à Paris et on fabrique également des véhicules dans le Michigan, aux États-Unis. Et depuis 2017, on a également lancé un nouveau produit qui est l'Autonome Cab, donc un robot taxi qui est également autonome, électrique, mais à la différence de la navette qui est sur le premier et dernier kilomètre, le cab est lui pour le milieu urbain à la demande et partagé. Donc à partir d'une application mobile, pouvoir commander un véhicule et se rendre à notre destination. Combien de navettes circulent actuellement dans le monde ? Aujourd'hui, Navia a vendu 67 navettes, présentes dans 16 pays différents, sur 3 continents. Une de ces navettes est notamment aujourd'hui en opération à Nantes.
sur les quais où elle relie, elle est opérée par la Sénitan, donc l'opérateur de transport local, sur un parcours d'environ 650 mètres à une vitesse entre 10 et 13 km/h, où elle apporte un service de mobilité sur le premier et dernier kilomètre pour compléter le réseau de transport. L'idée vraiment de l'autonome shuttle n'est pas de remplacer des véhicules déjà existants et de venir remplacer des bus traditionnels, mais vraiment d'augmenter la capillarité dans les réseaux de transport et apporter un nouveau service de mobilité. Je peux donner également d'autres exemples, d'autres cas d'usage. On a eu par exemple des véhicules sur la centrale nucléaire de Civaux, comme j'ai pu le dire, en site privé. On a des véhicules en opération au Japon, par exemple, avec TEPCO également, opérateur de centrale nucléaire. Aux États-Unis, sur le campus de l'Université du Michigan, pour apporter un service de mobilité. On a également en France des véhicules avec ADP sur Charles de Gaulle, différents endroits dans le monde qui nous permettent vraiment de couvrir ce besoin sur le premier et dernier kilomètre, que ce soit sur site privé, en centre-ville, site industriel, parc d'attractions, aéroport. Voilà, autant de cas d'usage sur lesquels nos véhicules peuvent être appliqués. Aujourd'hui, c'est plus de 200 000 passagers transportés sur ces 67 navettes vendues dans le monde et environ 300 000 heures d'ingénierie pour pousser le logiciel et faire avancer la technologie. J'en profite pour vous inviter à l'essayer à 16h. On pourra essayer la navette Navia, le shuttle, qui sera positionné, je pense, juste devant, pour ceux qui peuvent, parce que là, capacité de 15 places, donc on ne pourra pas mettre tout le monde d'un coup. Mais... Antoine, par rapport au premier prototype, moi je les ai vus naître, donc on pouvait parler de proto. Hein. Quel est le degré d'évolution, d'autonomie, enfin où en est la maturité du produit aujourd'hui? Voilà, en effet, Christophe peut le dire, il a vu naître les produits en 2016 sur la centrale d'EDF de Civaux, mais aujourd'hui on est vraiment passé dans une phase d'industrialisation des produits, avec plus de 100 navettes produites et 67 vendues dans le monde qui sont donc déployées. Grâce à cette multiplication des cas d'usage, on apprend et on se confronte à de nouvelles situations qui nous permettent finalement de faire évoluer le véhicule et de faire évoluer le logiciel également. On a une équipe dédiée de recherche et développement logiciel d'environ 70 ingénieurs aujourd'hui à Paris qui travaillent au quotidien sur l'analyse des problématiques rencontrées et puis faire évoluer autant l'usage, donc l'expérience usagée, que la partie logicielle et hardware également. En plénière, il n'est pas l'usage de poser des questions, mais je vais quand même me faire porteur d'une question qui revient très souvent. Qu'en est-il du risque de prise en main à distance, la cybersécurité? Alors aujourd'hui, c'est vraiment une problématique qui nous tient à cœur. Nous, le premier enjeu, c'est vraiment la sécurité. La cybersécurité en fait partie. L'idée vraiment, c'est que l'échange de données soit totalement crypté, qu'on ne puisse pas avoir accès finalement à distance aux navettes. Même Navia, on a un centre de supervision, on n'est pas capable de reprendre la main à distance sur les navettes pour justement éviter ce risque. Là-dessus, sur ces sujets de cybersécurité et de prise à distance du contrôle des navettes, on est accompagné par nos clients, notamment les opérateurs de transport qui se posent ces questions depuis de nombreuses années, et également des sites industriels, que ce soit EDF ou TEPCO sur des centrales nucléaires, où on sait que le niveau de sécurité attendu est très élevé. Donc on a l'habitude de travailler sur ces problématiques avec nos clients. Donc un cryptage total des données pour ne pas permettre l'accès aux véhicules à distance. Hier, dès l'inauguration d'Electric Road, on a parlé de l'expérimentation à Nantes. Et ce qui était abordé, c'était un peu les difficultés administratives. Comment avance la réglementation? Est-ce qu'on a plus d'autorisation aujourd'hui, plus de facilité qu'il y a 4 ans? Qu'est-ce qui est attendu dans les prochains mois? Aujourd'hui, le cadre législatif reste une contrainte au déploiement de véhicules autonomes. En effet, il n'y a pas d'unification du cadre législatif, que ce soit au niveau européen ou mondial. Donc pour chaque nouveau déploiement, un nouveau dossier d'autorisation est réalisé. Néanmoins, le législateur aujourd'hui se pose vraiment la question. On voit de plus en plus d'initiatives voir le jour, de projets, que ce soit à Nantes, à Paris, aux États-Unis, en France, vraiment dans tous les horizons. Donc on se pose la question. Par contre, on reste soumis à un cadre législatif strict. Là-dessus, on doit faire nos preuves, montrer patte blanche, gagner de l'expérience avant d'avoir accès à d'autres cadres de jeu, la route ouverte, comme on peut le faire dans d'autres pays, aux États-Unis ou en Suisse. On estime qu'on aura accès à ces expérimentations sur route ouverte d'ici la fin de l'année en France, mais c'est clairement un enjeu qui freine notre développement aujourd'hui.
Est-ce qu'on a des pays où il n'y a pas ces contraintes-là? Alors, la plupart des pays ont ratifié la Convention de Vienne, donc on est toujours lié à ce cadre législatif strict. Néanmoins, certains pays ont plus de flexibilité, plus de dynamisme dans les autorisations d'expérimentation. Notamment, je pense à la Suisse où on a de nombreuses expérimentations qui sont en cours, que ce soit à Genève, à Fribourg, à Sion également, on a des navettes. Néanmoins, l'ensemble des pays se pose la question du cadre légal et c'est clairement au cœur des problématiques. On a besoin, au-delà de l'avancée technologique, d'avancer également avec le législateur pour arriver à des usages qui font du sens dans nos villes et vraiment avancer ensemble là-dessus. Une petite question de joker. Je suis client. C'est quoi les premiers gestes pour avoir des navettes? Et puis si je change d'avis sur le parcours au bout de 3 mois, comment ça se passe? Aujourd'hui, quand un client nous approche, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de se poser la question du cas d'usage du véhicule, à quoi le véhicule va servir, comment il apporte une solution de mobilité additionnelle pour l'usager. Ça, c'est vraiment le point clé. À partir de ça, on est capable de faire une étude de faisabilité, cartographier le site et finalement déployer facilement des véhicules. Le gros avantage de nos navettes aujourd'hui, c'est le peu de nécessité en infrastructure. C'est des navettes qui roulent sur la route avec une architecture capteur complète qui les rend indépendantes. Donc on est capable, en moins de 3 mois, de déployer des véhicules sur un site. D'accord. Et si je change d'avis sur le parcours, ça se passe comment? Si on change d'avis sur le parcours, on est capable de réaliser une autre étude de faisabilité, de prendre le même véhicule, de le déplacer, de l'adapter, donc de déployer sur un autre circuit. Aujourd'hui, ça, c'est pas un problème. Et ce qui pourrait finalement être un problème sur l'idée de changer de parcours, ça va être le cadre législatif aujourd'hui, faire une nouvelle demande d'autorisation et avancer de ce côté-là. Ok, merci Antoine. Avec plaisir. La parole à Thierry Jaillet. Thierry. Ouais, avant de parler d'EDF, je voulais témoigner sur l'expérimentation nantaise, puisque l'expérimentation nantaise a vocation à se plugger sur 3 spots différents dans la ville. Et donc, le premier circuit qui est évoqué par Christophe tout à l'heure, bord de Loire, va se terminer dans quelques jours, le 30 juin, et on va repartir dans un processus de 2 autres spots sur l'agglomération nantaise. Et le sujet, il n'est pas trop chez le constructeur, comme on l'évoquait, il est plutôt dans la démarche administrative associée. Retenez aujourd'hui qu'on est contraint par 3 mois de délai d'instruction des dossiers auprès de 2 ministères, le ministère du Transport et le ministère de l'Intérieur. Et donc, ces sujets d'aller plugger des expérimentations n'est pas trop contraint par la technique, mais plutôt par le législatif. Voilà. Très bien. Thierry, tu travailles à EDF comme moi. Que vient faire EDF dans cette affaire? Ouais. Donc EDF, acteur de la mobilité décarbonée et électrique, hein, on a tendance à dire. On intensifie notre présence sur ce marché du transport parce que le contexte y est favorable, ça c'est clair, au regard de toute l'évolution qui a été portée par la filière industrielle, les constructeurs et autres, en particulier en s'appuyant sur des batteries aujourd'hui qui sont l'élément clé qui nous permet de déplacer de l'énergie d'un point A à un point B. Donc la batterie, c'est de l'énergie embarquée. Donc quand on parle d'énergie, on fait le lien tout de suite avec le producteur, celui qui produit l'électron quelque part dans une centrale. Donc on est intéressé à 2 titres. Le premier, parce qu'on est utilisateur de flotte, et Christophe, tu l'expliquais, qu'on a des sites de production qui sont plutôt des centrales, voire sur lesquels on a pas mal de déplacements organisés. Et donc utiliser des véhicules électriques, c'est aussi décarboner. Je reviendrai tout à l'heure avec une opération unique en Europe, puisque EDF s'est engagé à convertir toute sa flotte professionnelle à l'électricité pour 2030. Alors, le véhicule autonome, c'est un des sujets qui est un sujet disruptif par rapport à ce que l'on peut y voir dans la manière classique d'utiliser une voiture. Et donc, on est fortement intéressé au regard de 2 contextes. Le premier, c'est que, comme je disais, on déplace de l'énergie d'un point A à un point B, on utilise de l'énergie mobile. Et puis le deuxième, c'est que ça contribue fortement à l'aménagement des villes et donc à l'ensemble des objets connectés de la ville qui seront débattus aussi après. Donc EDF est intéressé à ces 2 titres-là. La consommation énergétique de cet ensemble de l'écosystème électrique représente pas forcément un relais de croissance en tant que tel. Souvent, on a tendance à dire que le million de véhicules électriques représente 2 TWh
consommation, ce qui fait qu'on est à autour de 0,5% de ce qu'on consomme actuellement sur le territoire national. Donc vous voyez, on est à quelques centaines de milliers de voitures, on va passer aux millions, on le souhaite, mais ce n'est pas un enjeu sur le volume. Là où ça devient un enjeu, c'est tout le sujet autour de l'adaptation de nos réseaux et la gestion avec les réseaux, c'est des sujets de smart charging. Et le véhicule autonome contribue à accélérer le développement du véhicule électrique en France. Tu peux rentrer un petit peu dans le détail des actions qui sont lancées par le groupe et peut-être après de nous décrire un peu plus ce qui se passe à Nantes. D'accord. Alors sur le groupe, vous avez noté, comme je l'évoquais, que le président d'EDF s'est engagé à convertir toute sa flotte à l'électricité pour 2030. Donc tous les véhicules de fonction d'EDF seront à l'électricité. Donc ça, c'est un enjeu très fort, tant en infrastructure qu'en équipement de voitures. Donc ça, c'est la première entreprise française à rejoindre cette initiative. Le deuxième, c'est de fournir l'électricité, même si on en consomme très peu à l'électricité, en voiture électrique ou en navette ou en véhicule autonome électrique. Force est de constater qu'il faut quand même les alimenter, donc il faut produire des électrons. Ensuite, il y a tout le sujet que j'évoquais, c'est le smart charging, donc toute cette adéquation de la charge et la décharge, la charge vers la maison, vers le réseau. Ces sujets-là, on est en train de les hiérarchiser en termes de valeurs. Il y a des valeurs sur la capacité, sur l'évasement, sur la valeur du réseau, sur bien sûr la valeur énergie et autres. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse anticiper ces créations de valeur qui, de mon point de vue, seront plus importantes que la vente intrinsèque de l'énergie à terme. Donc ça, c'est important. Et puis après, avec notre R&D, je rappelle qu'on a une R&D très engagée sur le véhicule électrique depuis pas mal de temps et que les sujets de la R&D aujourd'hui, c'est l'induction, bien sûr, les véhicules autonomes, l'objet de cette conférence, et puis l'hydrogène décarboné qu'on évoquait aussi ce matin dans des conférences, qui pourront être aussi un moyen de gérer et le stockage de l'énergie et l'utilisation dans des véhicules de transport. Alors à Civaux, les 6 navettes qui sont en flotte se chargent par induction. On a testé des pas d'induction. Ça permet d'éviter le branchement et débranchement à la mise en service le matin ou quand on les remet en charge le soir. C'est encore un peu une piste d'exploration là. Oui, alors sur le sujet de Nantais, pour faire un focus, donc c'est une opération qu'on a menée avec un consortium de partenaires industriels ligériens, dont le groupe Charrier, qui décrira le modèle. Le principe, c'est de s'associer en local, de travailler avec un exploitant qui s'appelle la Sémitane là, pour la place nantaise. Et donc le rôle d'EDF dans ce sujet-là, c'était peut-être de fédérer ce groupe d'acteurs industriels régionaux. Et puis on a créé avec la Caisse de dépôt et de consignation un véhicule, une filiale, une société qui permet d'aller financer ces opérations de mobilité innovantes. Et donc la société s'appelle Neoté Capital et elle a vocation justement à identifier des projets d'innovation autour du transport décarboné et électrique et donc de venir avec des financements. Donc le rôle d'EDF, c'est d'acheter la navette à Navia et de la louer à l'opérateur local et puis d'accompagner en tant que fédérateur toutes les opérations de R&D que l'on souhaite mener sur la place nantaise. Voilà. D'accord. Une dernière info, un joker ? La R&D d'EDF fortement impliquée, comme je le disais, mais aussi les sites de production. Tu l'évoquais, Christophe. Toi, tu as été le précurseur sur Civaux. Retenez que 9 des centrales nucléaires françaises vont s'équiper de flottes de véhicules autonomes. Et là, on va changer de registre puisqu'on va passer de 6 navettes en fonctionnement à plus d'une quarantaine de navettes qui vont commencer à circuler sur les sites EDF en mode autonome, électrique, induction et autres. Donc c'est les grands sujets de tester ce type de modèle d'abord sur nos sites pour après aller les plugger sur les voies ouvertes. Merci Thierry. Valérie Ferber, directeur environnement et innovation, l'entreprise Charrier. Que vient faire une entreprise de travaux publics dans cette aventure ? Il ne vous aura pas échappé qu'une navette autonome, ça circule sur une route. Et il se trouve que la construction routière, l'aménagement urbain, ça représente plus de 50% de notre activité. Alors dans l'entreprise Charrier, mais d'une manière plus générale, les entreprises de travaux publics, c'est quand même le cœur de nos métiers. Et
donc évidemment, on considère que tout ce qui va se passer sur la route et autour de la route nous concerne et qu'il ne faut surtout pas attendre que ça se passe, qu'on voit les trains passer et qu'on subisse par la suite. Donc tous autant qu'on est, alors là il se trouve que c'est moi qui suis à la tribune, mais vous aurez pu voir parmi les exposants qu'il y a d'autres entreprises de travaux publics qui s'intéressent à ces sujets. Globalement, les grosses tendances, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais les très grosses tendances qu'on voit venir, c'est la question de la mobilité électrique. Évidemment, on en parle beaucoup au cours de cette conférence. La question du véhicule autonome, la question de la mobilité connectée, enfin voilà. Donc tous ces sujets, à un moment donné, vont toucher l'infrastructure, vont toucher la route. Et en fait, la question que tu poses, Christophe, on se la pose nous aussi, c'est en quoi est-ce que la route va être impactée par toutes ces évolutions ? On n'a pas aujourd'hui une réponse définitive sur ce sujet, mais effectivement, pour le coup, ce qui nous intéresse, c'est d'aller tout de suite mettre les mains dedans, de faire des propositions sur ces grandes évolutions, pour être prêts pour la suite, pour être les premiers aussi pour la suite, et pour certains, peut-être aussi le vendre à l'international. Voilà. Donc, c'est aussi pour cette profession l'occasion de faire valoir le fait que la route a un rôle qu'on connaît bien sur l'économie, sur la mobilité d'une manière générale, mais qu'elle peut aussi avoir d'autres usages qui lui donneront encore plus de valeur par la suite. Donc ça, c'est très important, c'est quand même c'est stratégique pour nos entreprises. Sur le stand de l'entreprise qui est situé tout au fond, on voit le système, enfin on voit un petit film et on voit que la navette, elle roule au-dessus de panneaux solaires. Alors donc effectivement, pour rentrer un peu dans le détail sur ce qu'on fait sur cette navette, donc la proposition qu'on a faite suite aux échanges qu'on avait eus avec EDF, donc avec Thierry Jaillet, ça a été de proposer de fournir, ou en tout cas de produire l'électricité que consomme la navette sur l'espace de la voirie. Donc ça, c'est quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a différentes solutions qui sont en cours de développement par différentes entreprises. On voit que c'est encore des processus un peu expérimentaux, des prototypes. Et là, alors nous, on a eu cet échange avec EDF parce qu'on a eu une première expérience de piste cyclable photovoltaïque qui avait été commandée par le Grand Port Maritime. Donc on avait réalisé ça avec une technologie hollandaise qui était assez lourde, assez chère aussi. Et on s'est fixé comme objectif sur cette expérimentation avec la navette de réduire le coût, de fournir l'électricité qui serait consommée, l'équivalent d'électricité qui serait consommée par la navette, et puis que les usagers puissent circuler sur ces panneaux photovoltaïques. Donc en fait, on a conçu un dispositif photovoltaïque qui est collé sur le sol, donc c'est un revêtement qui fait moins d'1 centimètre d'épaisseur et qui ne va pas être circulé par la navette. En fait, comme tu l'as dit, il est survolé presque par la navette. En fait, les roues de la navette passent de part et d'autre du revêtement photovoltaïque, ce qui permet de limiter sa protection et de limiter son coût. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé le moyen de réduire le coût du procédé. Et pour autant, donc c'est une technique de panneaux souples qui sont protégés par des revêtements, par un revêtement transparent, mais qui présente une texture en surface qui permet d'être circulé par des piétons ou par des vélos. Donc le dispositif a été développé et mis en œuvre depuis au 1er juin, au moment du lancement de la navette sur le site de la gare maritime dont on a parlé. Donc c'est tout récent. On ne peut pas parler de retour d'expérience à ce stade, mais quand même, peut-être déjà, qu'est-ce qu'on a vécu? Est-ce que ça a été difficile à mettre en œuvre? Est-ce que ça fonctionne vraiment comme on l'attendait? Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont bien fonctionné. Donc, c'est un prototype, donc il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui nous ont surprises, auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Ce qui a bien fonctionné, c'est le principe d'avoir voulu ces panneaux qui soient entre les roues de la navette. Ça serait un autre véhicule, ça serait compliqué parce que ça voudrait vraiment dire qu'il faut que le véhicule évite de circuler sur les panneaux. Et là, on profite d'une particularité de la navette autonome, c'est qu'elle est guidée au GPS différentiel, donc elle a un tracé, elle a un rail virtuel qui est précis au centimètre. Donc en aucun cas, en fait, jamais en fait, la navette n'a circulé sur les panneaux. Donc ça a vraiment bien fonctionné. La technologie Navia, le GPS différentiel en tout cas, a bien fonctionné là-dessus. Nous, on avait des grosses incertitudes sur le collage parce qu'en fait, c'est un système qui doit être démontable. Thierry l'a dit, en fait, on va démonter l'ensemble de la navette plus les panneaux
pour aller sur 2 autres sites, donc il fallait que ça soit démontable, on ne pouvait pas faire un collage extrêmement résistant. Donc on a globalement quelque chose qui fonctionne du point de vue du collage. On a été surpris par les orages en fait. Les orages nous ont laissé aucune chance sur les problèmes d'étanchéité électrique. Donc on a eu quelques difficultés de ce point de vue-là. C'est-à-dire que là on a des branchements électriques qui sont au contact de la route. Et là la moindre goutte d'eau qui passe dans un défaut d'étanchéité, voilà. Donc c'est vraiment l'objet de ces expérimentations, c'est de tirer des enseignements et de faire des corrections pour développer des produits. Si vous avez l'occasion d'aller voir, le produit que vous allez voir sur site, ce n'est pas celui qui aura dans 5 ans parce qu'il aura probablement beaucoup évolué. Mais c'est une grande chance de pouvoir avancer comme ça sur le terrain et en vraie grandeur dans un vrai dispositif. Là, je suis piéton, je suis cycliste, je peux rouler là-dessus? Alors ça fonctionne depuis 15 jours, il n'y a pas eu de mort. Non, c'est la texture de surface permet effectivement de circuler en toute sécurité. On a encore un tout petit travail sur ce sujet pour atteindre les normes de Nantes Métropole qui sont assez exigeantes, mais on va y travailler pour les prochaines expérimentations. En tout cas, il n'y a pas de risque. Là, je comprends que la production liée au soleil, elle n'alimente pas directement la navette puisqu'il n'y a pas d'induction dynamique ou de rail d'alimentation. Donc c'est quoi le rôle du réseau pour ce cas de figure? Donc effectivement, le rêve, ça serait que les panneaux photovoltaïques alimentent en direct et en temps réel la navette. Donc ça serait peut-être possible techniquement aujourd'hui, mais je pense que ça coûterait très cher à ce stade. Donc ce qu'on a préféré, c'est de démarrer par quelque chose de simple. On repart de la logique du bâtiment à énergie positive. Donc dans un bâtiment à énergie positive, vous avez des panneaux photovoltaïques sur le toit qui réinjectent sur le réseau et puis les usagers du bâtiment viennent reprendre sur le réseau. Donc on fait la même chose pour cette navette. Les panneaux photovoltaïques injectent dans le réseau leur production et puis le soir, la navette vient se recharger. Donc c'est le réseau EDF qui sert de stockage en fait, pour l'énergie produite. D'accord. Donc Charrier, c'est la Smart Route? Charlie, c'est très bien, ok, c'est notre futur slogan, merci. D'accord, merci beaucoup. Yann Letilly de la SNCF, une présentation très rapide tout à l'heure, mais alors la SNCF est en veille sur le véhicule autonome. Quels sont les projets? Alors bien sûr, donc la SNCF c'est un acteur bien connu du train en France, mais c'est un acteur de la mobilité dans le monde. On a notamment 2 filiales, Geodis et Keolis, qui sont des acteurs très importants respectivement sur la logistique et sur le transport public de voyageurs. On est présent dans 120 pays et on transporte 15 millions de voyageurs tous les jours dans le monde, 5 en France et 3 sur l'Île-de-France. Et donc, vis-à-vis de ces clients-là, vis-à-vis de ces voyageurs, vis-à-vis aussi des autorités organisatrices, des collectivités locales qui nous confient une partie du service, on a une obligation de veiller à peu près toutes les innovations sur le domaine de la mobilité. Donc les navettes autonomes, aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène, et l'autonomie, d'une manière générale, c'est un phénomène assez remarquable, tout le monde en parle, ça mobilise beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'expérimentation, et donc assez naturellement, on y participe. Par ailleurs, les technologies qui émergent sur l'autonomie, on va dire routière, dont on parle beaucoup, nous inspirent aussi pour travailler l'autonomie ferroviaire et donc améliorer notre produit de base en réfléchissant sur et en expérimentant un train autonome. Un train autonome? Sans chauffeur. Mais bon, c'est un peu. Il y a déjà des métros comme ça? Oui, il y a déjà des métros alors la particularité d'un métro, c'est que c'est du site propre. Hein, donc le métro, il circule dans une infrastructure qui est protégée, avec une signalisation qui est très riche. Et donc la problématique du train, elle est un petit peu différente. Elle est d'une certaine façon plus complexe, puisqu'on est sur un environnement ouvert, plus flexible, etc. Donc les règles d'exploitation sont très différentes. Et donc ça a un sens pour nous de travailler le train autonome, principalement, alors pas tellement dans une approche, si vous voulez, d'économie, parce que le poids du conducteur sur le nombre de gens qu'on transporte n'est
pas très important. Mais par contre, en termes de fiabilité, de densification de l'offre dans les endroits où on doit avoir une offre vraiment très dense, et de sécurité, c'est des technologies qui nous semblent pouvoir apporter beaucoup. C'est-à-dire une augmentation du débit parce qu'on peut rapprocher les rames? Oui, c'est ça. D'accord. Vous avez cité Keolis. Keolis est partenaire de Navia. Vous êtes embarqué sur des expérimentations, des vraies exploitations maintenant, des contrats d'exploitation en réel? Alors effectivement, on est embarqué sur une partie des expérimentations dont vous avez parlé. Alors on y va, enfin Keolis y va en tant qu'exploitant de transport public. Donc on y apprend beaucoup de choses, et des choses qui sont complémentaires de celles qui sont apprises par Navia. Les sujets qui vont nous intéresser, c'est des sujets d'exploitants. Donc ça va être d'abord la bonne inscription du service dans le système de mobilité à cet endroit-là, vérifier qu'on rend un service véritablement aux voyageurs, des sujets d'exploitation, c'est-à-dire la maintenance, les questions d'énergie, les questions d'adaptation de l'infrastructure pour optimiser ces services. Donc voilà, il y a tout un tas, au-delà de l'objet navette, il y a tout un aspect service et tout un aspect système qui nous intéresse beaucoup et sur lesquels on profite de ces expérimentations pour comprendre ce qu'on va pouvoir faire de ces technologies demain. Donc qui dit nouveaux services, dit nouveaux métiers peut-être aussi? Oui, alors je dirais aujourd'hui, on fait par exemple la maintenance de nos véhicules, c'est un métier traditionnel pour les exploitants de transport public. Donc ça évolue évidemment avec les technologies autonomes, hein, c'est pas la même chose. La question de la régulation, ça fait aussi partie des métiers traditionnels et on pense que ça va être quelque chose qui va être assez important pour gérer les véhicules autonomes. Donc au fond, c'est les mêmes métiers, mais ils sont translatés sur des technologies et des problématiques qui sont nouvelles. Parce qu'entre l'exploitation demain d'une flotte de robotaxis et aujourd'hui d'un réseau ferroviaire, évidemment, ce sera très très différent. Mais au fond, c'est la même fonction, c'est-à-dire garantir aux gens qui sont embarqués, d'une part, et puis aux gens qui organisent la mobilité, que tout fonctionne au mieux de ce qu'on peut obtenir. J'aimerais avoir votre point de vue sur le déploiement, la croissance de ce marché, si vous avez déjà fait un peu de prospective sur ce sujet. Alors, on essaie, je crois, comme beaucoup de gens, hein, on se gratte la tête pour essayer de relever la tête du guidon et d'essayer de comprendre à moyen terme comment ça va changer nos villes et quel impact ça va avoir sur nos entreprises. Ça reste quand même extraordinairement difficile parce qu'on est sur un domaine qui me semble particulièrement dynamique. Et j'ai l'impression qu'au fond, on va avoir beaucoup de mal. On sent qu'il y a quand même du temps avant que les effets de masse soient là. Hein. Je parlais de 15 millions de voyageurs, donc ça fait vraiment beaucoup de navettes. Là, il y a un avenir florissant pour Navia, mais voilà, on sent qu'il y a un petit peu de chemin. Je pense qu'il faut être assez prudent sur les perspectives. On sent que ça avance, que ça progresse. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est que dès aujourd'hui, et on le voit dans les différentes expérimentations, y compris à Nantes, ce qui est à l'œuvre, c'est aussi une façon un petit peu différente de travailler les questions de modalité, de les travailler de façon plus ouverte. C'est-à-dire c'est des expérimentations qui regroupent des acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble ou qui travaillaient ensemble dans des modes très descendants. Et aujourd'hui, on est sur des montages différents avec des vrais éléments d'innovation qui viennent des différents partenaires. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui, dès aujourd'hui, nous intéresse beaucoup, sans tirer de plan sur la comète. Et donc, c'est quelque chose qu'on souhaite travailler. C'est un environnement qui est très normatif. Est-ce que vous voyez une évolution favorable des normes pour exploiter, même en niveau 5, des navettes?
Alors en tout cas, ce qu'on a fait côté SNCF, c'est que Navia et Keolis, ce qui était pris un petit peu plus tôt, mais nous cette année on a pris conscience du fait qu'il fallait qu'on soit acteur de cette évolution au niveau national et au niveau international. Donc ça nous a amené à rejoindre les groupes de travail là, qui animent un petit peu le domaine. Et donc on va participer de façon très active maintenant à non seulement les différentes expérimentations, mais aussi la constitution, ce qu'on appelle le bien commun, donc c'est-à-dire en gros l'intégrale de l'apprentissage de ces différentes expérimentations, et ce qui va servir de socle pour permettre de faire évoluer la réglementation en France. Voilà, donc là aussi, c'est difficile de tirer des plans sur la comète. Il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites par le gouvernement, donc voilà, ça jalonne, ça peut donner des indications. Je pense qu'il y a du travail qui reste à faire, et en tout cas, nous, voilà, avec les autres partenaires, on va travailler là-dedans pour accélérer la manœuvre. Une dernière question. La SNCF se positionne pour répondre à des appels d'offres type Grand Paris, intermodalité ou des choses comme ça, ou pas du tout? Comment ça se passe sur des projets de cette ampleur-là? Parce qu'on parle de rajouter des lignes et puis du dernier kilomètre aussi, d'arriver avec tout sur un plateau dans un projet. Alors oui, bien sûr, la SNCF, notamment via ses filiales Keolis est acteur sur un marché qui est un marché concurrentiel aujourd'hui, avec des appels d'offres au niveau urbain en France et à l'étranger. Donc on a la pratique de cette concurrence. On entend effectivement être un acteur de toutes les opportunités qui s'ouvriront en France. Sur le domaine strictement ferroviaire, il y a beaucoup de travail actuellement, il y a beaucoup de débats sur l'évolution du système ferroviaire, et puis plus que des débats, des lois, etc. Ça va avoir certainement un impact sur le système ferroviaire. Il va y avoir probablement des réflexions sur la consistance de l'infrastructure et probablement des opportunités effectivement peut-être de réutilisation de certains axes. Donc tout ça est devant nous. C'est là aussi difficile de l'annoncer tant qu'on ne le voit pas apparaître de façon certaine. Mais c'est quand même certainement un sujet d'actualité, enfin voilà, un sujet pour les mois qui viennent, et puis un sujet sur lequel effectivement l'autonomie suscite plein d'optimisme et de propositions. Donc on verra si on arrive à suivre ça. Bon, Electric Road, ça a lieu chaque année, donc on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup. Emmanuel Darfeuille, directeur technique de la FAR, peut-être préciser un peu ce qu'est la FAR. Et puis ma première question se portera sur les prochaines évolutions dans les véhicules électriques qui permettent d'avancer vers plus d'autonomie. Alors, Phare Industrie, en quelques mots, c'est un équipementier électronique automobile qui a été fondé en 2004. Et on travaille essentiellement sur les petites séries. Et donc, on est effectivement assez impliqué sur le véhicule électrique et autonome. Alors, pour répondre un peu à la question, je dirais que les évolutions à venir sont... En fait, le véhicule électrique est assez intéressant pour le véhicule autonome parce que c'est un moyen de transport, on va dire, assez smart, qui permet finalement d'avoir une mobilité douce, non bruyante quelque part, non polluante. Et donc c'est un véhicule qui présente un intérêt certain. Par contre, son inconvénient, c'est qu'on redoute toujours la panne finalement. Et un des avantages finalement du véhicule autonome, ça va être finalement de pouvoir donner un petit coup d'accélérateur sur le véhicule électrique, en ce sens que le véhicule va pouvoir éventuellement aller se charger tout seul. Et donc là, on va finalement être déchargé de ce souci. Donc ça me paraît un des domaines finalement, ça me paraît une combinaison vraiment intéressante, véhicule autonome, véhicule électrique. Sur les difficultés que vous rencontrez et comment vous êtes organisé pour y faire face? Alors, nous fournissons en fait des briques technologiques sur ces systèmes-là. Donc, les difficultés, elles sont bien connues sur le véhicule autonome. Elles sont, d'une part, les perceptions, localisation, et puis vraiment les algorithmes de conduite en milieu urbain, notamment. Donc, nous apportons finalement des briques technologiques qui sont plutôt un peu issues du monde automobile, qui sont finalement des évolutions des ADAS, qui vont progressivement en fait autonomiser un certain nombre
de conditions de roulage ou de use case en fait, du véhicule. Donc on a une évolution incrémentale finalement qui va permettre d'apporter des solutions au cas par cas sur les différents use cases qui se rencontrent. Est-ce que c'est une évolution qui est rapide, c'est-à-dire qu'entre le moment un peu côté labo et puis la mise en service ou industrielle, combien de temps, c'est quoi l'échelle de temps dans votre industrie? Alors, c'est l'échelle de temps automobile, donc c'est forcément jamais assez rapide. Mais cela dit, par contre, on note quand même des avancées quand même assez rapides en fonction des différentes finalement progressions des équipementiers et des constructeurs. Je dirais que c'est très difficile de répondre à cette question parce que la vérité d'un jour n'est jamais celle du lendemain. Et finalement, un jour, on est persuadé que telle techno est la panacée, puis on s'aperçoit finalement 2 ans après qu'il y a quand même des lacunes, que finalement il y a une autre technologie qui est sortie qui est plus intéressante. Et donc, on est vraiment quand même dans un secteur où les choses bougent très vite, mais où on n'a pas encore vraiment de certitude absolue dans ces domaines-là, notamment en perception. Alors en localisation, ça commence à se dégager un peu, mais en perception, ça reste quand même... il y a beaucoup d'écoles qui s'affrontent aujourd'hui. C'est quoi cette notion de perception? Alors la perception, c'est la perception de l'environnement de la scène. L'idée, c'est effectivement de reconstruire la scène autour du véhicule pour être capable de se mouvoir dans cet environnement de la manière la plus sécuritaire possible. Et donc, effectivement, donc on fait appel à tout un tas de capteurs qui permettent d'aller détecter notre environnement, les piétons, les gens qui passent, les animaux, les trottoirs, enfin les objets sur la route, les autres véhicules évidemment. Et donc effectivement, ces capteurs-là évoluent beaucoup. Et de plus en plus, on voit apparaître aussi une notion de perception des portées. C'est-à-dire qu'on a un complément d'information qui vient par la connectivité, qui vient compléter les informations du véhicule, de perception de la scène qu'a le véhicule aujourd'hui. Ça veut dire que vous travaillez aussi avec une porosité entre vous et vos clients finaux. Comment ça s'est organisé? Oui. Alors nos clients finaux définissent toujours, nous, enfin, en tant qu'équipementier, on ne se substitue pas au client final. C'est les clients même finaux qui sont soit les exploitants, soit finalement les exploitants des véhicules dans les conditions où ils exploitent, eux définissent des règles d'exploitation finalement et des conditions d'usage, de roulage et des cas d'usage qu'ils souhaitent adresser, sur lesquels ils s'engagent finalement à avoir une certaine sécurité de fonctionnement. Et dans ces cas d'usage, en fait, ensuite on cascade un petit peu, on vient descendre dans les use cases les domaines techniques, et effectivement on va s'adresser par exemple à détecter un piéton dans une bande dans un environnement du véhicule avec une certaine distance, avec un certain calcul pour savoir si effectivement il y a une possibilité de collision ou pas avec cette personne. Et donc dans tout, enfin, cet environnement-là, en fait, tout ça est spécifié en partie par l'exploitant. Et nous, on doit plutôt apporter des solutions à nos exploitants en leur exprimant finalement quels sont les champs du possible. Ça veut dire que quelquefois, vous êtes obligé de les frustrer en disant là, ça, c'est pas encore prêt? Exactement. Bien. C'est comme ça. Si on le tourne d'une façon positive, ça veut dire que vous avez beaucoup de pistes de développement, de projets, de prospectives, par exemple? Oui. Alors, surtout dans ce domaine-là, les changements sont rapides et puis finalement, les acteurs changent aussi. On n'est pas sûr que finalement les gros d'hier soient les gros de demain. Il y a vraiment une sorte de rupture à la fois technologique et de marché. Et c'est assez intéressant dans le sens où finalement les équipementiers traditionnels peuvent tout à fait rater ce virage-là et finalement perdre pied. Et de nouveaux acteurs avec des nouvelles technologies finalement risquent de supplanter. Aujourd'hui, on se dit que par exemple que les gens qui font des capteurs sont très bien placés pour le véhicule autonome, et peut-être que demain on aura une connectivité qui sera tellement performante qu'on ne mettra plus aucun capteur dans la voiture. Je caricature, je vais être assez loin dans le raisonnement, mais ça pourrait tout à fait aller jusque-là. On voyait quand même aussi des capteurs sous la route tout à l'heure. Alors, il y a ce dialogue-là aussi qui est possible? Alors, oui, tout à fait. L'infrastructure joue un rôle très important dans la perception de la scène. Et si on veut effectivement percevoir une scène complète autour du véhicule, c'est peut-être plus intelligent finalement d'avoir des capteurs d'infrastructure qui vont broadcaster les informations plutôt que d'avoir des capteurs embarqués. Je dirais que là-dessus, surtout avec l'évolution de la 5G qui va arriver, c'est des choses qui pourraient peut-être arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense aujourd'hui.
Enfin, moi, quand je regarde mon téléphone, je suis en 4G, puis je suis en 3G, puis je suis en Edge, Exactement. puis je suis en H, puis je suis en... Alors, comment ça se passe si c'est aussi instable ou parce que je suis derrière un immeuble? Alors ça, c'est l'enjeu effectivement des gens qui font de la connectivité et des sociétés de télécom en particulier. Mais ça s'améliore quand même d'année en année. Et je dirais qu'il y a, par exemple, il y a beaucoup aujourd'hui de connectivité via le satellite qui apportera peut-être beaucoup plus de stabilité dans la communication qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire une communication plus pro, enfin plus continue surtout. L'idée, en fait, ce qu'on cherche avec le véhicule autonome dans les télécoms, c'est la continuité de service. Oui. C'est-à-dire être toujours connecté, avoir une garantie de bande passante et avoir une garantie finalement de débit d'information pour être capable de toujours percevoir la scène. Alors un problème technique toujours possible, si on ne perçoit plus la scène, on s'arrête et puis en mode sécurité, puis on attend que finalement la scène, qu'on retrouve de la connectivité pour repartir. C'est aussi voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais globalement, ce qu'on attend vraiment d'un fournisseur de télécom, c'est vraiment de la continuité de service. Juste sur le changement des forces en présence, on l'a un petit peu évoqué, mais est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur l'arrivée des GAFA, par exemple, sur le véhicule autonome? C'est une menace, c'est une chance, qu'est-ce qui se passe là? C'est probablement les deux. On peut le voir comme une menace si on se dit si certaines sociétés vont perdre des marchés, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est que si on raisonne un peu service de mobilité, si on veut s'abstraire finalement d'avoir le souci de gérer en fait son déplacement en tant que gérer un véhicule finalement, je pense qu'effectivement ceux qui détiennent la partie infrastructure et qui peuvent fournir du service, on voit bien par exemple l'arrivée rapide d'Uber qui a vraiment bouleversé les usages, on va dire, du taxi. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel pays où vous avez de la connectivité, Uber marche très bien. Et en plus, c'est une application internationale. Je veux dire, aujourd'hui que vous allez en Russie, au Maroc, je ne sais où, vous avez votre même application Uber. Et hop, et donc c'est même une facilité, ça offre une facilité finalement d'utilisation qui est incroyable. Et en ce sens-là, effectivement, il y a probablement des services et des nouveaux marchés qui vont être pris par les grandes sociétés type GAFA. Et imaginons un instant, par exemple, que les gens n'achètent plus de véhicules et que les constructeurs vendent leurs véhicules à des Google ou à des gens comme ça, ben, ils n'ont probablement pas la même relation clients-fournisseurs qu'ils ont aujourd'hui. Ils vont devenir de fait équipementiers plus que constructeurs. Donc j'évoquais tout à l'heure qu'Electric Road a lieu chaque année, ça veut dire peut-être qu'il y aura aussi des évolutions sur la table ronde des gens qu'on va inviter pour parler du sujet. Mais merci beaucoup. Je vous en prie. Et maintenant la parole à Jean-Pierre Lérin, AXA, donc on est dans le monde de l'assurance. Donc une première question, Jean-Pierre, est-ce que le véhicule autonome va éradiquer la mortalité routière ? Alors, je vais commencer par une bonne nouvelle. Il va éviter beaucoup d'accidents corporels. Éviter la mortalité complètement, non, c'est absolument impossible. Et il y aura toujours des situations imprévisibles, ruptures mécaniques, chute d'objets, tentatives de suicide ou autres, qui rendent impossible d'éradiquer la mortalité. Alors, il faut quand même regarder un peu la topographie des accidents, des sinistres corporels. Où arrivent-ils ? Modulo quelques différences de pays à pays. Mais en général, 3/4 des sinistres corporels, je dis bien pas le matériel, le corporel, surviennent en milieu urbain, à peu près à 30 km/h ou à moins de 30 km/h. Ces 75% de sinistres représentent plus de la moitié du coût pour un assureur en termes de sinistres, le rapport volume-coût. L'autoroute, finalement, c'est assez sûr. 5% des sinistres qui représentent à peu près 5% des coûts. Et entre les deux, dans des milieux périurbains, vous avez 20% des sinistres qui représentent 40% du coût total des sinistres, encore une fois, corporels. Donc, je crois que l'impact du véhicule autonome va être très fort en milieu urbain, parce qu'entre un choc à 30 km/h et un choc à 20 km/h, parce qu'il y aurait un freinage un peu anticipé ou une déviation un peu plus forte, on pourra réellement éviter beaucoup de sinistres importants. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec l'airbag. L'airbag, le premier brevet a dû être déposé en 1952 ou 1955.
Et puis il a commencé à être commercialisé dans les années 60. Et il y a eu plein de morts après l'airbag, à cause des déclenchements accidentels, intempestifs, etc. Et il y en a encore un peu maintenant. Qui songerait pourtant à remettre en question le bien fondé de l'airbag qui a sauvé tant et tant de vies humaines? On est un petit peu dans ce cas de figure-là avec le véhicule autonome. Juste une question sur la cohabitation entre les véhicules autonomes et les véhicules, on va dire classiques, mais bon, il y a différents niveaux d'autonomie, mais disons conduits par un humain. Alors vous avez raison, et ça c'est un domaine que les assureurs ont un peu de mal à anticiper. La coexistence entre un véhicule autonome, alors il y a plusieurs niveaux d'autonomie, mais je reviendrai peut-être là-dessus parce que c'est un peu compliqué, ça peut prêter à confusion. Mais la coexistence ou la cohabitation entre des véhicules autonomes de niveau 2 ou 3 et des véhicules qui ne le sont pas va probablement générer un surcroît de sinistralité pendant quelques années. Les conducteurs que nous sommes sont à peu près habitués aux réactions d'autres conducteurs. Un véhicule autonome qui anticiperait un freinage, par exemple, probablement provoquera un risque, ou engendrera un risque supplémentaire de collision. Et ça, on a quand même assez de mal à l'anticiper. On peut parler des niveaux d'autonomie, peut-être c'est pas connu de tout le monde. On parle de niveau 1 à 5. Oui, il y a le niveau 0, donc aucune autonomie, et le niveau 5. Alors le niveau 5, c'est la vision d'artiste. Vous savez, dans les concept cars, on voit une famille qui rentre, on pianote sur un clavier, on entre à la destination, on met les fauteuils en configuration salon, et puis on regarde un film. C'est ça le niveau 5, c'est-à-dire que le véhicule est autonome tout le temps, sur toutes les infrastructures, et quelles que soient les conditions climatiques. Alors ça, je vais commencer par une bonne nouvelle, celle-là elle est moins bonne, c'est pas pour tout de suite. Du niveau 0 au niveau 5, il y a une chose très importante à comprendre, c'est que ces niveaux-là, on a l'impression qu'ils définissent la capacité de la voiture, ou ils définissent les ADAS. Chaque niveau est tout à fait détaillé, etc. Oui, mais pas que. Et d'un point de vue assurantiel, ils définissent surtout très clairement le niveau de responsabilité du conducteur. Donc pour moi, ces 5 niveaux-là montrent à quel point la responsabilité du conducteur pourra être engagée. Sur les 3 premiers niveaux, j'ai un peu de mal à parler de véhicules autonomes. C'est des aides à la conduite. Alors, certes, très sophistiquées, mais je ne vois pas tellement où est l'autonomie. Le niveau 4, c'est de la demi-autonomie parce qu'à n'importe quel moment, le système peut demander au conducteur de reprendre le contrôle. Donc, il y a une autonomie qui est associée à une vigilance ou une prudence constante du conducteur. Et puis le niveau 5, celui qu'on espère tous un jour, celui-là, c'est effectivement, comme je le décrivais, on rentre à destination et puis on peut dormir. J'attire votre attention sur le fait que les niveaux, encore une fois, déterminent le niveau de responsabilité de la personne. Ça a été mentionné par l'intervenant, la Convention de Vienne, nous oblige un véhicule terrestre à moteur à avoir un conducteur. Donc, si conducteur il y a, responsabilité il y aura. Les assureurs vont être très vigilants sur leur capacité à savoir si au moment de la survenance du sinistre, les ADAS étaient engagés ou pas. Ça va être fondamentalement différent de ce qui se passe maintenant dans la gestion d'un sinistre, pour savoir si on a bien une responsabilité du conducteur ou pas, ou partagée. Donc le niveau 5, c'est pas forcément la cible tout de suite? Non, j'arrive pas à l'imaginer avant 2040. Et pour vous, l'évolution des infrastructures, enfin, vous l'observez aussi pour la baisse d'accidentologie, Le véhicule autonome ne peut pas être dissocié de son écosystème, au premier titre desquels les infrastructures. Il y a des expériences très intéressantes. Dans le Colorado, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Smart Pavement, qui est une société qui fabrique des blocs de béton qui sont bourrés de capteurs, etc. etc. Donc on les associe un peu comme un puzzle. Et ils ont déjà obtenu l'autorisation de tester 800 mètres de route. Ça peut préventivement avertir d'accidents, d'embouteillages, etc. Donc c'est très intéressant. Au bout du compte,
le véhicule autonome est une composante d'un système beaucoup plus large et tout doit progresser en même temps de manière homogène. Le véhicule autonome, à mon sens, ne peut pas se dissocier de tout ce qui l'entourera. On va parler de ce qui intéresse un peu tout le monde, c'est quel impact sur les primes d'assurance, l'argent. Alors, 90% des accidents sont dus à des causes humaines. Je suis désolé, mais les primes d'assurance ne vont pas diminuer de 90% très rapidement. En revanche, la prime d'assurance, elle est essentiellement composée de deux facteurs, la fréquence et le coût moyen. La fréquence, comme je vous l'ai dit, on anticipe réellement qu'elle va diminuer. Le coût moyen, il faut distinguer deux choses. Le coût moyen du sinistre corporel, typiquement le coût du lapin, etc., là aussi on pense qu'il va diminuer. En revanche, le coût moyen des sinistres matériels, alors celui-là, on est sûr qu'il va augmenter de manière très significative. Entre un pare-brise actuel de quelques centaines d'euros et un pare-brise bourré de capteurs, de lidar, de caméras, de radars à 79 GHz, etc., ça n'a plus rien à voir. Un pare-choc, une calandre remplie de capteurs est beaucoup plus cher à remplacer qu'une simple calandre actuelle ou un pare-choc. Toutefois, la résultante de ces éléments-là, une fréquence en baisse et des coûts moyens de matériel en hausse, de toute façon, on pense que ça va quand même aboutir à une baisse significative des primes. Alors, il y a plein d'études là-dessus, et toutes convergent vers l'année 2030 comme étant l'année où l'impact des véhicules autonomes pour les sinistres et pour donc les primes d'assurance vont réellement baisser de manière très significative, de l'ordre de 20-25%. On parle d'argent, mais la relation aussi entre les assurés et les compagnies peuvent évoluer. Alors effectivement, et ça c'est un point d'attention très important pour les assureurs. Jusqu'à présent, on a couvert les conducteurs, les passagers. De plus en plus, on s'oriente vers une couverture d'assurance pour la voiture. Donc pour la voiture au sens large, c'est-à-dire la voiture, les freins, les opérateurs, les capteurs, les ADAS, etc. etc. Donc il y a un glissement qui s'opère petit à petit vers la couverture d'un individu à la couverture d'un, comme les pouvoirs publics les appellent, les VDPTC, les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. C'est charmant comme acronyme, n'est-ce pas ? Et donc, voilà, c'est ce sujet-là qui est très important. Et si on ne le maîtrise pas, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir l'émergence des compagnies d'assurance captives des constructeurs, qui, elles, auront une connaissance très fine des voitures, des ADAS, des systèmes de contrôle, etc. Et nous allons nous retrouver face à des concurrents absolument formidables qui seront en mesure d'être inclus dans la vente d'un véhicule. C'est-à-dire, je vous vends votre véhicule et il y a tout, le financement, l'assurance, etc., etc. Et donc, il faut qu'on soit vraiment très vigilant, très innovateur pour éviter l'apparition de ces nouveaux concurrents. Quand j'ai beaucoup d'électronique embarquée sur un véhicule, j'ai de la data. Donc vous allez être intéressé par les datas de juste avant l'accident, à juste pendant l'accident, enfin des choses comme ça, non ? Exactement. On souhaite, alors c'est déjà le cas maintenant, mais ça va généraliser. On souhaite reconstruire l'historique des 10 ou 15 dernières secondes avant l'accident, l'impact, et après. Ça, c'est ce qui se passe maintenant. Mais comme je le disais précédemment, en plus de ces données-là, on voudra absolument connaître quels étaient les ADAS qui étaient actifs ou débranchés au moment de l'impact. Donc on va avoir besoin de plus en plus de données, ce qui pose un problème, RGPD. Donc ces données, les constructeurs pensent qu'elles sont à eux, les conducteurs ne veulent pas les partager, et nous on en a besoin pour gérer un sinistre. Donc probablement on aura des tiers de confiance vers qui ces données-là seront dirigées et dont on pourra se servir pour évaluer le niveau de responsabilité d'un sinistre. Ce sont les nouveaux experts ? Oui, oui, oui. Selon vous, le frein au véhicule... Expert, c'est un métier que je ne recommanderais pas à mes enfants. Voilà, je sais pas si... Quand on est enfant, on veut être pilote d'hélico ou... De drone.
Selon vous, le frein au véhicule autonome, qu'est-ce qui va freiner son développement? Je rejoins un commentaire qui a été fait avant, hein, c'est la réglementation. Quel que soit le degré d'autonomie du véhicule, on aura besoin de quelqu'un à l'intérieur. Et de manière très très progressive, l'autonomie va être peut-être autorisée sur quelques portions de route, et peut-être en milieu urbain, mais la véritable autonomie, pour moi, encore une fois, est quelque chose d'assez lointain. Pour répondre à votre question, c'est très clairement l'aspect réglementaire qui est un frein au déploiement et du véhicule autonome. Alors tout à l'heure, on a commencé par Antoine de chez Navia, mais Navia a sorti l'Autonome Cab, qui est un produit taxi qui va chercher les gens chez eux. Et a priori, on va avoir des expérimentations sur route ouverte bientôt. Avec quelqu'un à l'intérieur. Oui, alors avec quelqu'un, mais qui n'a pas de volant. Oui. Donc comment vous l'assurez? C'est AXA qui l'assure déjà? Pas encore, mais justement, j'ai un contrat là, quelque part. Donc, non, c'est de nouvelles matières assurables qu'il faudra... je veux dire, de manière un peu humoristique, j'ai souvent l'habitude de dire que les assureurs adorent prévoir le passé. C'est-à-dire que vous avez bien conduit pendant 30 ans, donc on pense que vous allez bien conduire. Maintenant, on est face à un défi un peu nouveau, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prédise un peu l'avenir. Par exemple, une navette avec 6 personnes sans volant, c'est un risque qu'on ne connaît pas. Donc il y aura une phase d'apprentissage absolument inévitable. J'ai envie de vous poser une question un peu piment, pas piment doux, mais bien sûr que vous allez chercher les responsabilités chez les constructeurs pour éviter de payer, non? Effectivement, c'est une question piment. Alors, on va chercher les responsabilités sur les constructeurs, pas uniquement, sur les opérateurs, sur les gens qui ont fait les capteurs, les logiciels, etc. Maintenant, peut-être qu'eux-mêmes peuvent s'assurer contre ça. Donc ça ouvre aussi un marché. C'est génial, je le note. Alors une dernière question un peu moins piquante. Mais quand même, on a abordé le cyber-risque tout à l'heure, la prise en main à distance. Mais du point de vue de l'assureur, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut couvrir. Oui, alors on a une expérience assez importante sur les cyber-risques des particuliers ou des commerçants, c'est-à-dire l'usurpation d'identité, de données de carte bancaire, etc. Et on est très clairement en train de regarder comment transposer ces couvertures d'assurance sur le véhicule autonome. Vous parliez de données cryptées, c'est l'enjeu, c'est essentiel. Je ne pense pas qu'on assure le véhicule individuellement, mais probablement des fabricants, des opérateurs ou des équipementiers. Mais le cyber-risque est vraiment au centre aussi de nos préoccupations. Quand un modèle va être produit, c'est state of the art, comme diraient les anglophones, sauf qu'il a une durée de vie de 10, 15 ou 20 ans. Donc il sera rapidement obsolète. S'il y a des actualisations OTA, c'est possible, mais elles n'en bénéficieront pas tous. Donc à nous de couvrir aussi là un risque avec lequel qui nous est pas très familier. Merci beaucoup, très intéressant. Je vais passer la parole à Arnaud Martin de Capgemini. Et donc un petit rappel sur ce que vous faites dans cette aventure-là. Et puis peut-être l'état de l'art. Où en est-on? Donc, le groupe Capgemini intervient beaucoup sur des thématiques d'accompagnement de ses clients dans cette transformation digitale que l'on voit tous les jours. Et le véhicule autonome en est une illustration. Et en même temps, l'idée dans ce changement de business model, c'est aussi de leur apporter les briques technologiques qui vont avec. Et ce qui est intéressant dans ce panel de discussion, c'est que on parle bien évidemment du véhicule autonome, véhicule connecté. Et ce qui en ressort aussi, c'est la mobilité en tant que service, ce que les anglophones appellent le MaaS, Mobility as a Service. Et c'est vraiment une des finalités que l'on peut voir avec le véhicule autonome. Et ce as a Service, en fin de compte, nécessite d'avoir une infrastructure technologique derrière qui va nous permettre de répondre à différents enjeux. On le voit bien, des nouveaux acteurs rentrant dans le monde de l'automobile, comme Navia, qui est récent, 4 ans, comme le disait Antoine, mais qui est déjà un des leaders. Tesla en est un autre. Et tout ça montre qu'on a besoin d'avoir de la connectivité, de bien connaître son véhicule pour le rendre autonome.
Et donc, qui dit autonome, qui dit connecté. Et le véhicule, donc c'est le point de départ finalement, aujourd'hui il est complètement connecté. Il est connecté avec votre smartphone, il est connecté avec les infrastructures, il est connecté aussi avec tous les systèmes qui sont chez votre fabricant, les constructeurs automobiles, éventuellement aussi les réparateurs de voitures pour s'assurer que toutes les pièces soient bien disponibles au moment de la prochaine révision. Et aussi, l'idée, c'est de créer un ensemble de services par-dessus. Alors aujourd'hui, on voit l'évolution, surtout avec la nouvelle génération. Le véhicule devient moins personnalisé. Ça va être, je veux un véhicule, je veux m'en servir la semaine prochaine pour aller d'un point A à un point B. Donc le véhicule, lui, il est connecté. Il a un ensemble de technologies qui lui permettent de communiquer avec les systèmes que l'on ne voit pas dans le nuage ou dans le cloud. Donc, et par-dessus, on va construire un ensemble de briques de services. Donc, avec le panel que l'on a aujourd'hui, je vais parler de mon voisin, par exemple, c'est voilà, l'assurance à l'utilisation. Ça peut être un des services. Je veux aussi, je suis gestionnaire de flotte, parce que ça aussi, ça veut dire que le business model aujourd'hui, où on est vraiment propriétaire, on voit quand on va passer plutôt vers un mode de partage de véhicules, l'appropriation même du véhicule va éventuellement diminuer, pas disparaître, mais diminuer. Et on voit bien que derrière, il nous faut toute cette information pour pouvoir savoir quand le véhicule est utilisé, lorsqu'il n'est pas utilisé, pouvoir faire de la maintenance préventive. Donc tout cet ensemble de services va se baser sur des briques technologiques qui sont à la fois chez les constructeurs, à la fois dans les réseaux d'infrastructures, comme on peut le voir aujourd'hui, vous allez à Washington, Audi a développé un système où, en fin de compte, le trafic va être fluidifié avec les lampadaires, avec les signaux rouge, vert, en fonction des véhicules qui avancent. Voilà. Ok. À plusieurs reprises, on a évoqué la notion de risque. Est-ce que ces risques sont bien mesurés et maîtrisés? On a déjà eu un peu des réponses à facettes, un peu l'avis de Capgemini sur ce sujet. Ouais, comme le disaient mes prédécesseurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la notion de traçabilité, voilà, par exemple, pour savoir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi pour protéger les intrusions. Donc là, on tombe vraiment dans des thématiques de cybersécurité. Et ça, clairement, c'est l'enjeu majeur parce que, comme tu le disais, en effet, il va peut-être y avoir des nouveaux contrats à vendre avec ceux qui font l'infrastructure, ceux qui font les capteurs, etc. Ce qui veut donc dire que, d'un point de vue technologique ou brique technologique, il y a un ensemble d'acteurs maintenant qui va vous offrir ce service de véhicule autonome. Ce ne sera pas que le constructeur automobile qui va porter quand même une certaine responsabilité globale. Mais il y a d'autres acteurs. Donc, ce qui veut donc dire que d'un point de vue cybersécurité, il n'y a pas un seul acteur qu'il va falloir aller vérifier. Et un des principes, ça va être de pouvoir être capable d'auditer toute cette chaîne technologique ou digitale, parce que quand on parle de cybersécurité, on parle de digital, et pour pouvoir faire des diagnostics bien précis et en amont, et donc c'est-à-dire avec de l'intelligence artificielle au niveau des tests, etc., trouver des hackers. Et ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de le faire, surtout qu'on met en profit toute notre connaissance et pratique dans la défense. On travaille beaucoup avec le ministère de la Défense, où là aussi on a un niveau d'exigence de cybersécurité. Alors, quelle veille technologique exercez-vous sur les véhicules autonomes? Qu'est-ce que vous en retirez? Alors, notre rôle au sein de Capgemini, nous sommes intégrateurs. Donc, on accompagne à la fois les métiers de nos clients dans leur transformation et en même temps, on leur met en place des solutions technologiques adaptées. Donc, on a nos équipes, mais en même temps, on est bien conscient que l'innovation, elle est aussi à côté de chez nous. Et donc là, on participe beaucoup, on essaye de maintenir un écosystème
de gens qui innovent, des startups, des PME innovantes. On a des laboratoires qu'on appelle AIE en interne, où on fait venir aussi, on travaille avec eux sur des projets concrets à des finalités métiers. Nos experts internes, bien évidemment, qui font aussi de la veille technologique. Et puis en même temps, on a créé à travers toutes nos divisions qui sont spécialisées sur des briques, on va dire, une business unit qui est dédiée à l'automobile et qui est une business unit globale, donc c'est-à-dire au sein du groupe Capgemini au niveau du globe, avec beaucoup d'experts allemands aussi, européens. Et on va profiter de ces différents points d'information pour être vraiment force de proposition. Aujourd'hui, au niveau automobile, on intervient aussi bien au niveau des véhicules connectés, au niveau des clients connectés, au niveau des constructeurs aussi, qui ont besoin de transformer pour passer à cette ère digitale, et aussi de tout ce qui est de cette intelligence que l'on crée aujourd'hui sur la donnée. Parce que tous ces capteurs nous font remonter de la donnée, et la valorisation pour les clients industriels, pour les services de demain, c'est vraiment de valoriser cette donnée. On va faire un grand écart. Là, on est sur le véhicule autonome, on est sur l'avenir, on est un peu sur la voiture du 5e élément ou d'autres exemples de genre. Et pourtant, il y avait un reportage récent sur les Youngtimers. Les Youngtimers, c'est les voitures de collection de moins de 25 ans. Alors, comment est-ce qu'on peut être passionné par l'avenir et en même temps voir le succès des Youngtimers? Donc là, vous parlez de véhicules de moins de 25 ans, mais ça s'adresse à des personnes qui ont plus de 25 ans, hein, même le double, ou presque, hein, je suis dans cette catégorie, pas loin. Je vais retourner la question, Christophe, je pense que vous en êtes la bonne illustration. Je vais détailler, non, je ne parle pas de l'âge, hein, mais je parle de l'utilisation. C'est vrai que le véhicule autonome ou semi-autonome, selon le niveau, va nous apporter un certain niveau de service, peut-être plutôt dans la semaine, sur des trajets semi-milieu urbain. Mais par contre, le plaisir que l'on souhaite avoir lorsqu'on veut conduire, alors c'est vrai que ça s'adresse peut-être à une génération autre que la dernière génération. Là, on va peut-être à la fois avoir ces véhicules, ce qu'on appelle qui ont plus de 25 ans, et à la fois avoir son service de véhicule autonome. Et c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir concilier l'adoption et ne pas effrayer les gens d'ailleurs, en leur disant demain vous ne faites plus rien, vous ne faites que dormir et vous n'avez aucun contrôle. Et plus de plaisir peut-être, mais ça c'est une question assez philosophique. Mais en effet, ce boom des Youngtimers, on peut le mettre non pas en opposition, mais en complément avec le véhicule autonome qui arrive. Donc l'année prochaine, on fait une table ronde, véhicule autonome et plaisir de conduire? Pourquoi pas? Merci à tous. En tout cas, merci pour la qualité, le niveau des échanges. Moi, j'avoue que m'embarquer avec vous 7 pour une aventure en véhicule autonome, je pense que c'est possible parce que là, on a une complémentarité incroyable. Et puis, c'est assez facile de tester tout de suite puisque devant, on a une Navia dans laquelle vous pouvez monter. Merci de votre attention et bonne fin de congrès.